Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo où nous allons voir comment utiliser les données qui nous reviennent directement du séquenceur afin de les nettoyer, d'enlever les chimères et d'assigner une taxonomie. C'est parti. Nous allons d'abord commencer par utiliser le package Data2, qui est un package que l'on trouve sur R et vous pouvez voir l'installation directement ici. J'utilise personnellement Data2, je préfère largement ce package et cette approche à celle de l'OTU Picking, puisque l'OTU Picking va avoir pour but de fusionner toutes les séquences qui sont égales à 97% d'homologie. Data2 part d'une optique complètement différente, à savoir que pour Data2, chaque séquence est unique, et chaque séquence doit être gardée. L'OTU Picking fait l'inverse. Donc comment Data2 va fonctionner? Data2 va se servir du quality score que l'on a dans nos FASTQ pour différencier un potentiel artefact de lecture, c'est-à-dire une erreur de lecture du séquenceur, d'une séquence qui existe vraiment. C'est-à-dire que Data2 va considérer qu'à la moindre base différente d'une séquence, ces deux séquences seront différentes. La question est, est-ce que cette lecture vient d'une erreur ou est réellement une différence que l'on trouve au niveau de notre échantillon, c'est-à-dire est-ce que potentiellement ce serait une autre souche. Dans un deuxième temps, nous allons voir le package Philosec, qui est lui aussi un package qu'on trouve sur R, et qui a d'ailleurs été écrit en partenariat avec les gens de Data2, et inversement, les gens de Data2 ont écrit dans Philosec, etc. Les deux packages vont nous permettre de réaliser une analyse quasiment complète des datas de microbiome. Nous verrons qu'il existe d'autres packages qui tournent autour, qui gravitent un petit peu autour de ces deux packages, ou qui ont d'ailleurs été des prédécesseurs, et qui vont nous permettre de faire quelques analyses qui ne sont pas comprises dans ces deux packages-là. Mais globalement, en voyant ces deux packages-là, vous serez capable de faire 80% d'une analyse de données de microbiome. Une fois que vous avez installé le package Data2, que je ne vais pas faire ici puisque ça prend du temps et que je l'ai déjà installé, vous allez pouvoir l'ouvrir. Vous allez faire Library Data2, et la première chose qu'on va devoir faire, c'est déplacer notre Working Directory afin que Data2 puisse travailler directement là où sont les FASTQ. Si vous ne le faites pas, vous allez recevoir des erreurs, Data2 n'arrivera pas à accéder à vos FASTQ. On va le faire, donc je fais CTRL-Entrée, et ça m'ouvre mon Explorer. Donc pour ça, j'ai utilisé la commande fileChoose dans dirname pour garder l'endroit où sont les FASTQ. Je vais utiliser set working directory, ici, et je vais vérifier en faisant get working directory que ça a bien été effectif, et effectivement, ça a bien pris ce que je voulais. Maintenant, je vais faire un list files. Je veux voir ce que j'ai dans mon répertoire, dans mon directory. Donc je vois ici que j'ai 45 fichiers, dont mes fichiers FASTQ, qui sont nommés comme ceci. On peut voir également qu'il y a les métadatas et d'autres fichiers dont on ne se servira d'ailleurs pas, qui sont dans le dossier. Donc afin de pallier à ça, je vais copier-coller depuis directement le site de Data2 ces lignes de code-là, qui vont me permettre en fait de faire un list files en prenant pour argument un pattern, et la fonction sort, qui va me permettre en fait de les classer de façon alphabétique, pour qu'ils soient à la suite les uns des autres de façon alphabétique. Tout ça, je vais le donner dans un élément qui s'appelle FNFS. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, hein, mais voilà, c'est pour les FASTQ forward, et en dessous, FNRS pour les FASTQ reverse. Donc, la seule chose que vous allez avoir besoin de faire avec vos données à vous, c'est changer cette partie-là. Vous allez pouvoir par exemple trouver ici, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des 001 comme ça, f.fastq par exemple, ou j'ai pu avoir des 001 du bas 1.fastq. Par exemple, vous allez pouvoir en trouver d'autres. Nous, on va faire ici la partie de pair end de Data2. Il existe sur le site un tutoriel également pour le single end qui peut être appliqué aussi aux données qui ont déjà été mergées, qui ont déjà été fusionnées. C'est quelque chose que vous allez pouvoir rencontrer si vous travaillez avec des données qui ont déjà été publiées par des auteurs, par exemple. L'auteur, en fait, a déjà fusionné la partie forward et la partie reverse des reads pour avoir la reads finale. Donc dans ces cas-là, il faudra utiliser le workflow qui est pour le single end FASTQ analysis. Ici, on va faire le pair end, d'accord? Donc ici, je vais faire CTRL-Entrée,
sur les deux, et je vois bien ici dans mon environnement que j'ai 20 fichiers en FNFS et 20 fichiers en FNRS. Donc pour l'instant c'est bon. Je vais également garder le nom des échantillons, donc sample names, donc j'en ai bien 20, c'est ça, où j'enlève cette partie-là. Donc ces fonctions-là, je les ai copiées directement depuis Data2. Vous pouvez en écrire une autre si vous voulez, si vous vous sentez plus à l'aise avec une autre, mais elle est quand même relativement simple et elle est efficace pour absolument tout. Il est maintenant l'heure de regarder la qualité de notre séquençage, la qualité de nos reads. Pour ça, on va utiliser la fonction plot quality profile et on va utiliser juste les deux premiers afin que ça aille relativement vite puisque c'est une étape qui va assez lentement, enfin qui demande quand même beaucoup. Ce que va faire cette fonction, c'est va nous prendre nos deux premiers fichiers, je vais le mettre en grand, nos deux premiers fichiers, et me dire, pour chaque paire de bases, donc on voit ici en X, en abscisse, le quality score qui lui est associé. Donc le quality score va de 0 à 40. Plus il est haut, plus la base a été bien lue, et plus il y a une forte chance qu'elle soit bien lue. Donc qu'un A soit bien un A et pas un T, par exemple. Donc ici, on peut voir que au début, on a une qualité qui est pas terrible, et que vers la fin, ça se dégrade un petit peu aussi, et que ici, c'est quand même pas mal. Ce que nous montre ce graphique, il nous montre en vert la moyenne, et avec les lignes orange pointillées, les quartiles, et ici, c'est la médiane. Ce qu'il y a derrière, c'est une heatmap, qui en fait représente toutes les séquences que l'on trouve. Donc ici, on en a 7793 dans ce fichier-là. Et il va nous dire en fait la proportion des reads qui sont à ce quality score là pour la base donnée. Donc on peut, si on regarde par exemple ici, on voit qu'on a la grande majorité de nos reads qui ont un score, on va dire d'environ 37, et ici une partie de certaines reads qui ont un score très bas. Le but de cette analyse va nous permettre en fait de dire à partir de où est-ce qu'on veut couper nos séquences pour garder un quality score maximum, et nous donner aussi une idée un peu visuellement de la qualité du séquençage tout court. Il faut savoir que on va donner une qualité minimum à nos reads, et toutes les reads qui ne respectent pas ce quality score maximum vont être rejetées. D'accord? Pareil pour les reads qui ne feront pas la longueur maximum. Elles feront toutes autour de 250 paires de bases, mais il y a certaines reads qui feront par exemple 190. Celles-là ne seront pas gardées non plus par l'algorithme. On va regarder du coup maintenant la partie reverse. Voilà. Et on voit que pour la partie reverse, par contre, c'est beaucoup moins joli. Il faut savoir que pour Illumina, c'est quelque chose de normal. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais les read reverse sont toujours de moins bonne qualité que les read forwards. On considère que le quality score est acceptable à partir de 30. D'accord? Donc on va essayer de garder nos reads au-dessus d'un quality score de 30. Donc on peut continuer maintenant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va créer un directory pour les reads qui auront été filtrés. Donc on va utiliser un peu la même fonction que tout à l'heure, sauf qu'à la place de faire un list files, on va faire un file path. Donc on va créer un file path qui s'appellera filtered et qui sera collé justement à notre path de base. Donc on aura misexsoap slash filtered, et on va coller à la fin des noms de nos fichiers cette partie-là, donc ffilt. D'accord? Donc on saura que ce sont les FASTQ qui ont été filter. Donc je crée mes deux passes, donc on peut le voir ici, hein, que ça a bien été créé. Voilà. Et donc on va avoir un fichier pour chaque FASTQ. Donc on a bien 20 avec le nom, et à la fin on aura les fichiers filter. On va changer leur nom. Et voilà. Donc là, c'est bon, ils sont un nom plus simple. Maintenant, on va utiliser la fonction pour filter and trim. Donc filter and trim, c'est-à-dire qu'on va filtrer les reads qui ne correspondent pas à ce qu'on veut. D'accord? Donc on va les enlever. Et trim, c'est-à-dire qu'on va couper. Donc typiquement, si on se met ici au niveau de notre forward, on a envie d'enlever ces premières reads, ces premières paires de bases ici qui sont pas belles, et potentiellement couper un petit peu là, d'accord?
Donc, on va dire 240, ce que j'avais mis ici. Et on va mettre un petit trim left, d'accord? Trim left de 15 nucléotides environ, d'accord? Pour essayer d'arriver à peu près là, d'accord? On va ensuite, donc là pareil, hein, on a ces 15 paires de bases qui sont un petit peu gênantes. Donc ensuite, on va prendre à partir d'ici, et là, dans la pipeline d'ADA 2, dans le workflow d'ADA 2 qu'on trouve en ligne, les auteurs ont mis 160 paires de bases. C'est possible de le faire ici uniquement parce qu'il s'agit de reads qui sont en V4, donc de V4 à V4. Donc ça veut dire qu'en fait, le forward et le reverse sont quasiment contigus, d'accord, à part 10 paires de bases, par quelques paires de bases plutôt, excusez-moi, elles sont quasiment contiguës. Si vous faites du V3 V4 ou du V1 V2, vous ne pourrez pas faire ça. Du V1 V3 par exemple. Pardon. Si vous ne pourrez pas faire ça. Pourquoi? Parce que il nous faut au minimum 50 paires de bases qui se rejoignent entre le forward et le reverse pour pouvoir ensuite les fusionner. D'accord? La va servir ces paires de bases là pour reconnaître les séquences qui sont communes, d'accord? Qui sont entre le forward et le reverse. Donc sur un V3, V4, vous allez difficilement pouvoir descendre en dessous de 220. D'accord? Là, en moyenne, un V3, V4, ça fait entre 460 paires de bases et 490 paires de bases, d'accord? Vous avez 2 fois 250, donc ça ne vous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre en fonction des primers que vous utilisez pour pouvoir streamer vos séquences. Donc ici, on est sur du V4, donc ça pose pas de problème, donc on peut couper. Si on voulait, là, on pourrait carrément couper. Donc là, à 160, on pourrait même se mettre 150. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, on va mettre 150. Parce qu'on n'a pas envie de garder toute cette partie-là qui est pas belle. Voilà. Donc si je lance ça, je lui donne un nom de fichier pour qu'on ait ensuite après un data frame qui nous permette de suivre un petit peu les reads. Donc si vous êtes sur Windows, vous ne pourrez pas mettre multithread true. Il faut pour ça être soit sur Mac, soit sur Linux. Si vous n'êtes pas encore passé sur du Linux et que vous êtes sur du Windows, je vous encourage fortement à passer sur Linux. Si vous commencez à travailler avec des datas de microbiome ou des datas de RNA sec, Linux va devenir primordial. Vous pouvez aussi passer sur Mac si vous voulez, mais Mac étant payant, c'est un peu plus compliqué de pouvoir changer du jour au lendemain. Installer une partition Linux sur votre ordinateur vous permettra de faire tout le travail de R, de Python ou d'autres trucs en bioinformatique qui sont majoritairement codés pour du Linux à la base. Il y a en général des gens qui font aussi le même code pour du Windows et du Mac, mais le problème c'est que Windows n'accepte pas de faire du multithreading. Et là on va rentrer dans des algorithmes de plus en plus compliqués, de plus en plus lourds pour l'ordinateur, et il va falloir utiliser le multithreading. Petit aparté informatique. Le monothreading, qu'est-ce que c'est? Donc le monothreading, en fait, c'est tout simplement le fait de donner plusieurs tâches en même temps à votre processeur. Quand vous avez un processeur, par exemple, on va prendre par exemple un processeur i7, vous allez avoir 8 cœurs. C'est-à-dire que vous pouvez effectuer 8 tâches en même temps. Quand vous prenez Python ou le R de base, ces logiciels-là ont été codés pour n'utiliser qu'un seul thread, c'est-à-dire un seul corps. Donc c'est-à-dire que chaque tâche que vous allez demander sera faite l'une à la suite des autres. Si vous utilisez le multithreading, vous allez pouvoir charger autant de tâches que vous avez de cœurs sur votre processeur. Donc par exemple sur un i7, si j'ai 8 cœurs, je vais pouvoir faire 8 tâches en même temps. Donc globalement, si vous voyez par exemple sur ce petit schéma, on va gagner beaucoup de temps, puisqu'en fait on va faire beaucoup plus de tâches en même temps, et donc gagner du temps et de la moula. Il faut comprendre aussi que quand vous utilisez le multithreading, vous allez utiliser la même tâche et multiplier le nombre aussi de mémoire requises. Donc utiliser le multithreading nécessite beaucoup plus de RAM, de mémoire RAM, que le monothreading. Donc il faut bien y penser quand vous utilisez cette option-là, puisque la RAM va s'ajouter linéairement, mais va s'ajouter pour chaque tâche que vous allez faire. R ou Python de base sont codés pour n'utiliser qu'un seul des cœurs de votre ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pourrez, sauf si vous utilisez multithreading, pas utiliser la totalité de votre processeur. Donc c'est-à-dire toute la capacité de puissance de calcul de votre ordinateur. Si je fais multithread true, il va utiliser les 8 cœurs de mon ordinateur. Sur Windows, vous ne pourrez pas le faire, donc l'algorithme sera beaucoup plus lent. Et c'est la fin de notre aparté informatique. Maintenant, juste avant de lancer l'algorithme, je vais marquer verbose avec un V, verbose true.
Je vais pouvoir lancer l'algorithme. Et là, on va voir ici, dans la console, que mon algorithme est effectivement en train de tourner. Maintenant que l'algorithme a fini, je vais pouvoir aller regarder dans mon fichier, dans mes fichiers, ce que ça a donné. Donc on peut voir ici que j'ai bien un dossier filtré qui s'est fait, et ici, mes fichiers filtered. Donc en ayant rajouté le petit out, je récupère ce data frame là qui me permet de voir le nombre de reads que j'avais au début et le nombre de reads que j'ai à la fin. Les reads qui n'ont pas passé, ce sont les reads qui du coup n'ont pas répondu aux critères que nous avons posés juste avant. Pour être sûr, j'ai fait un petit plot quality profile qui me permet de voir si j'ai effectivement bien enlevé et trimmé mes reads. Donc ici, effectivement, j'ai enlevé le début et ici la fin, et on se retrouve avec une read d'environ 220 paires de bases. Ici, on se rapproche de l'algorithme principal du package Data2, donc qui va se baser sur les erreurs de nos reads. Donc, nous allons faire tourner un algorithme qui va estimer, avec un panel suffisant d'échantillons et de reads, l'erreur moyenne pour une position, pour une paire de bases données. Et du coup, calculer la probabilité que la base qui a été lue soit effectivement la bonne base. Donc pour ça, je vais lancer learn errors avec comme argument les fichiers filtrés. Et je vais juste enlever multithread, puisque je suis en train d'enregistrer en même temps. Et c'est parti. Donc c'est un algorithme qui est relativement long et qui va prendre pas mal de temps. Donc on peut voir ici qu'il va utiliser 31 millions de bases et 140 000 reads environ, issus de 20 échantillons, pour faire cet error rate. On va le faire une première fois pour l'error rate forward et une deuxième fois pour l'error rate reverse. A few moments later. Une fois que l'algorithme a terminé de tourner, nous allons pouvoir utiliser la fonction plot errors avec l'objet error forward et on va obtenir ce genre de graphique. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'en X, on va avoir la qualité de lecture, donc le Q-score, et en Y, on va avoir la probabilité pour que cette base ait été correctement lue. On va avoir accès à toutes les combinaisons, donc ici de l'adénosine à l'adénosine, et par exemple ici de l'adénosine à la cytosine. Ce que veut dire ce graphique, c'est qu'on voit bien que quand en fait, on diminue en qualité de score, enfin quand on augmente en qualité de score, on a une probabilité qui est très faible. D'accord? Et plus ce Q-score diminue, plus la probabilité de faire une erreur augmente. Comment on lit du coup réellement ce graphique? Il faut que les points du coup soient le plus proche possible de la courbe. D'accord? Si jamais ce n'est pas le cas, vous ne pourrez rien y faire, c'est comme ça, vos données ne sont pas bonnes. Soit vous choisissez de les analyser quand même, soit vous choisissez de les reséquencer. On va pouvoir faire la même chose ici avec la partie reverse. Et on va voir que cette fois, par contre, les points et la courbe noire s'éloignent beaucoup plus de la courbe nominale. La courbe nominale, c'est la courbe qui est définie par l'équation de base de la relation entre le Q-score et la probabilité d'erreur de lecture. Donc le but, globalement, de nos données, c'est qu'elles suivent au mieux possible cette courbe. Plus elles s'en éloigneront, ou plus elles feront, par exemple comme ici, plus on verra des différences de qualité de lecture en fonction de certaines bases. Donc ici, globalement, on peut dire que nos données reverse sont de moins bonne qualité que nos données forward, et ça, on avait déjà pu le voir avec les premiers graphiques tout à l'heure, où on regardait les quality scores tout court. Maintenant que nous avons filtré et appris les erreurs globales de notre dataset, nous allons utiliser l'algorithme principal de Data2. On va utiliser donc notre argument, notre liste de fichiers FastQ qui ont été filtrés, et nous allons utiliser l'objet que nous avons créé où nous avons les erreurs apprises. Vous pouvez là également mettre le multithread en place. Je ne vais pas le faire puisque vu que je record en même temps, je n'ai pas envie de faire crasher mon ordi. Il faut savoir que cette partie-là du code est la partie la plus gourmande.
surtout en termes de RAM, d'accord? Donc il va falloir faire attention quand vous lancez cette partie-là, à ne pas avoir trop de choses qui tournent en fond, si vous voulez pas que votre ordinateur ne crache. Ou alors il faut travailler avec un ordinateur plus puissant. Donc, globalement, là ici nous sommes sur des petits fichiers, c'est-à-dire qu'il n'y a que 8000 reads par échantillon. Si vous passez sur une plaque entière d'environ 400 échantillons, avec 50 000 reads minimum, voire pourquoi pas plus, euh, vous allez avoir beaucoup plus de besoins en calcul. Cette partie de l'algorithme commence à demander beaucoup à votre ordinateur. Donc réfléchissez bien avant de mettre l'argument multithread en false ou en true, parce que ça peut vraiment vous faire tourner votre ordinateur au ralenti, ou carrément le faire cracher, et vous allez être obligé de le redémarrer de redémarrage forcé. Une fois que vous avez fait ces algorithmes-là qui sont longs, ici, je vous conseille fortement de les sauver en tant que RDS. Donc, typiquement comme ça, et vous allez pouvoir lui donner le nom errf.rds. Ça va vous permettre que si jamais votre station RStudio ou R crash parce que vous lui avez demandé trop, de ressources, de pouvoir revenir et de lire directement en faisant read RDS. Voilà. Vous allez pouvoir, grâce à ça, récupérer vos données et ne pas faire retourner l'algorithme. Parce que vu qu'on commence à avoir des algorithmes qui sont longs, il est intéressant de ne pas les refaire tourner à chaque fois. Donc je vous conseille de sauvegarder cette partie-là et également, une fois que vous aurez fait tourner l'un des deux, de les sauver en RDS. Donc je vais lancer ici mon algorithme et c'est parti. Maintenant que le premier algorithme a tourné, nous pouvons voir ici que pour l'échantillon 1, nous avions à la base 7000 reads qui ont été identifiés comme 1816 séquences uniques, grâce à l'error rates et au quality score. Je vais maintenant faire tourner la deuxième partie de l'algorithme. On va s'attarder ici sur l'objet dada. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc si on prend par exemple le dada fs, là, et que je prends le premier, il va me dire que c'est un objet dada, d'accord, une classe dada, et qu'on a 131 sequence variants qui ont été sortis à la base des 1816 unique sequence qu'on a vu juste avant, quand on a fait l'algorithme. Donc en fait, il nous dit combien il y avait de reads à la base, combien il a trouvé de reads uniques, et il nous cache, donc ça c'est dans l'objet dada, combien il a trouvé de séquences uniques avec justement cette error rate qu'on avait calculé plus haut. Si on veut, on peut continuer à fouiller un petit peu dans le dada.fs. On peut utiliser le dollar, par exemple, pour prendre le premier, c'est l'équivalent de ce que je viens de faire juste avant, et on peut aller regarder, par exemple, l'argument clustering, qui va nous donner, en fait, pour chaque séquence, les statistiques de comment il a fait pour, justement, les clusteriser. C'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à lire, mais si jamais vous avez envie de creuser, il y a des infos que vous pouvez trouver sur le net. Voilà. On peut aussi regarder le quality, etc. etc. D'accord? Donc, tout ça fait partie de l'objet dada. Je vais pouvoir désormais lancer la fonction mergers, qui va me permettre de fusionner les reads forward et reverse grâce à l'objet dada.fs, grâce à l'objet filter.fs, d'accord? Donc celui qu'on a fait au tout début, et pareil pour le reverse. Donc ce qui va se passer, c'est que cette fonction va prendre les FASTQ forward et reverse et va fusionner les séquences qui sont dedans en fonction de ce qu'avait établi à l'avance l'algorithme dada, qui est donc du coup avoir certaines séquences qui ne vont pas être gardées et les autres qui vont être gardées. C'est parti, c'est une opération qui est assez rapide.
Quand nous avons fait ça, nous avons accès à un objet qui s'appelle mergers. On va pouvoir le head et il va nous renvoyer un objet dans lequel on va obtenir nos séquences, leur abondance et l'indice de ces séquences qui étaient dans le FASTQ, c'est-à-dire est-ce que c'était la première séquence du FASTQ, etc. On peut voir ici par exemple que la 5e a été mergée avec la 6e. Et enfin on voit le nombre de matchs et surtout si elles ont été acceptées ou non. Il est maintenant temps de passer de notre mergers à une matrice. Donc pour ça, on va utiliser la fonction makeSequenceTable qui va prendre cet objet mergers et nous en faire une matrice, donc qui est quand même assez grande. Là, comme c'est un petit volume, ça nous fait une toute petite matrice. Mais voilà. Donc là, on est sur ce qu'on appelle une séquence de compte. Donc après, il est possible d'inverser entre les colonnes et les lignes. Mais du coup, voilà, ici, on peut voir que pour la première séquence, on a tant de reads ou non pour chaque échantillon. Donc le premier ici, voilà, cette read-là a été lue 580 fois, et pour celui-ci, elle a été lue 3527 fois, etc., etc. Il va falloir maintenant enlever les chimères, avec la fonction remove Bimera de novo. Une chimère, qu'est-ce que c'est? Une chimère, en fait, c'est quelque chose qui est créé pendant les étapes de PCR. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va arriver qu'il y ait des PCR qui n'aillent pas jusqu'au bout de leur élongation et qui donnent une sorte de fragment altéré, coupé, plus petit, mais qui va malgré tout réussir à se lier à une autre séquence en créant par exemple des mispriming, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des zones où la séquence ne sera pas réellement homologue et va créer une petite boucle d'ADN, mais la séquence réussira à se lier malgré tout et entraînera du coup une extension grâce à l'enzyme de l'autre partie de la séquence qui, elle, appartient à la séquence numéro 2. La finalité sera que nous allons nous retrouver avec une nouvelle séquence qui sera issue de deux séquences différentes, d'origine différente d'un point de vue biologique, et nous allons créer artificiellement une nouvelle séquence qui n'a en fait aucune valeur biologique. D'où l'intérêt de les enlever et de savoir les discerner. Donc on va le lancer. Et voilà, donc il a établi qu'il y avait 54 chimères sur les 285 séquences du dataset. Nous allons maintenant effectuer un tracking, en quelque sorte, de nos reads. C'est-à-dire qu'on a commencé avec des FASTQ bruts, et on se retrouve avec une matrice de séquences qui ont été totalement nettoyées, d'où on a enlevé les séquences qui ne correspondaient pas à la longueur ou à la qualité. Elles ont été mergées, et maintenant, on a enlevé les chimères. Donc maintenant, on a envie de savoir combien on a gardé de nos reads par rapport aux reads du début. Donc les auteurs nous ont donné plusieurs lignes de code qui permettent de le faire, et qui vont nous donner ici un objet comme ceci. On a juste à renommer les colonnes, ici, et les row names, et voilà ce qu'on obtient. On peut même d'ailleurs ajouter, si on veut, une petite colonne pourcentage à la fin pour savoir combien on a de reads. Globalement, sur cet échantillon de test-là, on a gardé beaucoup de nos reads. À partir de quand il faut s'inquiéter du nombre de reads qu'on perd? À partir de 50%, ça commence déjà à être beaucoup de reads qui ont été perdus. Donc là, on peut déjà commencer à s'interroger sur la qualité du séquençage qui a été fait. Il m'est déjà arrivé de perdre énormément de reads à partir du filtering. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux regarder, essayer de trouver la taille moyenne ou médiane de vos reads. Donc ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de faire un summary, d'accord? Donc pour savoir le min et le max de vos reads et la médiane. Si jamais vous avez vraiment beaucoup de reads qui sont perdus, il est possible de questionner après les analyses qui vont découler. Avec l'expérience que j'ai maintenant, en ayant fait pas mal de séquençage, surtout venant d'autres papiers pour pouvoir faire des méta-analyses, etc., il s'avère que des fois on trouve quand même des bons résultats avec des séquençages qui sont de bien moins bonne qualité que ce qu'on peut avoir maintenant. Quoi qu'il en soit, on va maintenant passer à une étape importante. C'est l'étape où on va aller assigner la taxonomie. Donc pour ça, on va prendre ces séquences-là, mais on va surtout aller chercher les sets de référence. Donc moi j'ai l'habitude de travailler avec Silva.
faut savoir que Silva et Green Jeans sont les deux plus grosses databases où on a accès à ça. NCBI a une plus grosse database, mais ils n'ont pas fait de FASTA pour pouvoir l'utiliser. Donc on va aller chercher ça, donc ce fichier ici, ce fichier là, le train set, ici, et on va aller l'enregistrer. On va aller l'enregistrer, moi je le mets ici puisqu'on en a souvent besoin. Et on va prendre également le Species Assignment qui va nous permettre de faire la deuxième étape. Donc la première étape, ce sera d'abord d'assigner la taxonomie jusqu'au niveau du genre, et ensuite on fera tourner un deuxième algorithme pour assigner les espèces. Donc la ligne de code, elle est très simple, elle est ici, d'accord? On va la récupérer directement sur le site, et on va la copier dans notre script. J'enlève le multithread, d'accord? Une fois que l'algorithme a tourné pour assign taxonomy et assign species, on va obtenir un data frame où on va retrouver ça. Voilà. Donc on va avoir une taxonomie descendante allant du kingdom jusqu'à l'espèce, avec le taxon qui lui a été assigné pour chaque séquence que l'on retrouve dans notre sequence table qu'on a vu juste avant. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a très peu d'espèces, donc je vais les classer, voilà, on n'a même pas une quinzaine d'espèces, c'est normal, on est sur du V4, on a très peu de résolution au niveau de l'espèce. Sur du V3, V4 d'ailleurs, tout pareil. Quand on est sur du short sequence comme l'Illumina, on a quand même assez peu d'informations sur les espèces. Il est possible que vous rencontriez sur certains datasets une colonne où il y aura marqué uniquement Eukaryota et du NA partout. Ne paniquez pas, il y a deux explications possibles. De 1, soit vous avez pris un mauvais dataset et il s'agit de données par exemple humaines, de séquençage de RNA-seq. Il y a peu de chances que ce soit ça, mais on pourrait imaginer ça. Normalement, votre ordinateur va cracher bien avant d'arriver ici. Ou alors, c'est tout simplement en fait que vos données sont dans le mauvais sens. Donc, vous pouvez essayer, c'est try-RC, try reverse complement. Faites tourner l'algorithme avec ce try-RC en true. Et normalement, vous devriez retrouver la bonne séquence, enfin, vous devriez avoir une bonne taxonomie qui va avec. On va maintenant passer à la dernière phase de notre vidéo. Donc maintenant, une fois on a tout fait dans Node 2, il ne nous reste plus qu'à créer l'objet philosec, et on se servira de cet objet dans une deuxième vidéo où on verra le package philosec. Donc ici, on va ouvrir le package philosec en faisant library. D'accord. Normalement, vous devriez avoir un metadata que vous aviez déjà créé avec vous. Ici, c'est pas le cas puisque c'est un dataset de training. Donc du coup, on va le créer comme ils l'ont fait sur le workflow. Donc vous avez juste à appuyer sur CTRL-Entrée partout et vous obtenez un metadata qui est tout à fait super simple d'ailleurs, hein, et qui va vous servir du coup à créer l'objet philosec. Donc pour créer l'objet philosec, on les appelle souvent PS pour philosec. On va lui donner l'OCU table, qui ici porte très mal son nom puisqu'on est sur des ASV et pas des OTU. Donc on pourrait espérer que un jour ça s'appelle ASV table. Donc là on va donner l'objet sectab nokim, donc pour no chimera. Et on va mettre taxa rose false. Vous pouvez mettre true ou false, c'est comme vous voulez, sachant que vous pouvez après revenir dans l'objet philosec et le rechanger après coup. Donc tout ça, c'est modulable. Vous allez utiliser la taxonomy table, donc c'est la taxa, celle qu'on vient de créer justement avec assign taxonomy et assign species. Et sample data, ce sera le sample data qu'on vient de créer à l'instant. Il est possible également de donner directement un phylogenetic tree. On va pas le faire maintenant puisqu'il s'agira d'une autre vidéo où on parlera un petit peu plus des alignements et de comment on construit un arbre phylogénétique. Vous pouvez travailler avec un objet phylosec sans arbre phylogénétique, sauf si vous utilisez les algorithmes, typiquement l'algorithme de Unifrac et de Weighted Unifrac. Donc c'est parti, je fais CTRL-Entrée, et voilà, on a notre objet PS, et donc si je tape ici PS, il va me dire que j'ai un objet de classe philosec, avec une OTU table de 231 taxa et 20 échantillons. Pareil pour la sample data, 20 échantillons et 4 variables, et la taxonomy table qui donne toujours ces 231 taxa et cette taxonomic ranks. Écoutez, cette vidéo est terminée, je vous remercie de m'avoir suivi. Dans cette vidéo, du coup, on a pu voir comment utiliser les fichiers FASTQ qui nous reviennent du séquenceur, comment les nettoyer, enlever les chimères et assigner la taxonomie.
En fin de vidéo, on a pu voir comment on fait un objet phylosec qui nous servira pour faire une analyse de microbiome dans la prochaine vidéo. Dans cette prochaine vidéo, on verra comment faire notamment des analyses d'alpha-diversité, de bêta-diversité et même d'abondance différentielle. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.